Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pendant ce mois de l'égalité qui est du coup un mois très en lutte, hein, comme vous l'avez constaté. Et donc également aujourd'hui on est là pour discuter du droit des femmes. Donc on a maintenu l'événement parce que déjà il y avait des préinscriptions et aussi on ne va pas annuler tous les événements qui sont des temps importants pendant le mois de l'égalité. Donc on a fait un temps le 8 mars à la faculté de médecine sur les stéréotypes de genre dans les métiers de la chirurgie. Aujourd'hui, on continue sur la question du droit des femmes et de l'IVG, j'en reparlerai. La semaine prochaine, on a un temps fort aussi sur la signature de la charte d'information et de prévention sur les violences sexistes et sexuelles et le consentement, qui a été fait avec différents partenaires sur les établissements du site grenoblois. Donc aujourd'hui on est au DLST et c'est pas au hasard, donc je remercie le directeur de nous accueillir. On a essayé d'ancrer nos événements avec des composantes et des facultés impliquées sur les questions d'égalité femmes-hommes, de parité et qui veulent se questionner dans leur champ aussi disciplinaire sur certains sujets. Et on trouve intéressant de reposer ce débat sur l'IVG, la contraception, plus globalement aussi ce droit à l'avortement, qui est un droit acquis avec des luttes de longue date, mais qui est très souvent remis en cause. On le voit encore au niveau national, ça fait des débats. Au niveau international, on voit qu'il y a des États qui interdisent l'accès à l'IVG. Donc on sait bien que c'est un droit qui n'est jamais acquis totalement sur le droit des femmes et on a toujours à se questionner dessus. Et ce qui nous intéressait avec l'équipe de la vice-présidente, c'était aussi de croiser le regard pluridisciplinaire, à la fois de la part d'une historienne que je remercie, qu'on accueille aujourd'hui, Mathilde Larère, qui est maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel en histoire, qui n'a pas pu être là parce que du coup elle était aujourd'hui prévue à Grenoble et demain à Lyon, mais une inquiétude quand même demain, vu la journée de mobilisation sur son retour à Paris, était peu probable. Donc du coup, Mathilde est en visioconférence. Je remercie également deux gynécologues qui sont là. Donc Anne Angotti, gynécologue du coup à la Maison des Femmes et au Centre de santé sexuelle de Grenoble, donc la Maison des Femmes qui a été inaugurée au mois de décembre, si j'ai bonne mémoire. Et Marie Sicot, médecin et directrice du centre de l'IVG du CHU, donc de Grenoble, qui vont nous permettre de croiser des regards à la fois de l'histoire du droit des femmes, mais aussi le côté des sciences médicales et de la pratique aussi de ces actes et puis de leur expérience au long cours sur ce sujet. Également, pendant le reste du temps du mois de l'égalité, jusqu'au 31 mars, il y a l'exposition du planning familial que vous avez pu voir dans le couloir et qui sera présent jusqu'à la fin du mois. C'était aussi un souhait de donner accès à toutes et tous aux grandes dates sur l'histoire de l'IVG, de la contraception et de travailler aussi sur le champ de l'éducation à la sexualité dans le cadre de l'établissement. Donc merci pour l'accueil. Je laisse un petit mot au directeur du DLST pour cette conférence. Merci Sophie. Oui, donc pour celles et ceux qui ne sont pas des habitués de la maison, je suis Markovitch, directeur du département de la licence Sciences et Technologies, un département qui accueille environ 2700 étudiants en L1 et L2, plus de diplômes d'accès aux études universitaires scientifiques, 45% d'étudiantes, avec des variations, alors là les stéréotypes de genre, merci, on y est dedans, environ 15% en deuxième année de licence d'info, et environ 60 à 65% en sciences du vivant. Et c'est pas nouveau, ça existait déjà à l'époque où j'étais étudiant dans cet amphi, il y a une trentaine d'années, un peu plus. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaye de combattre, si tant est qu'on en ait les moyens. C'est un département qui est très concerné par les questions d'égalité. Exemple, quand l'université a décidé d'arrêter la distribution de protection féminine gratuite à la rentrée, nous on a tout de suite vu, d'une part avec le Crous pour voir ce qu'il faisait, et deux, on a investi dans un matériel pour pouvoir continuer à fournir ce service à nos étudiantes, ce qui me paraît extrêmement important. On sait les difficultés que vivent les étudiants et les étudiantes dans leur vie de tous les jours. Il y a eu la Covid, mais la précarité ne s'est pas arrêtée derrière, loin de là. Voilà, donc je suis extrêmement content. En plus, mon Sophie est une amie de longue date. Donc, quand je peux lui faire plaisir et ne pas dire trop de bêtises, j'essaie d'être
d'être là. Et puis, je vous remercie d'être venu. Vous avez une expo dans le hall, elle restera pendant 15 jours. Profitez-en, elle est bien, vraiment bien. Et bon, moi je suis microbiologiste, donc je connais quand même un petit peu ces choses-là. Sur le côté biologique, elle est très bien. Et sur le reste, elle est très instructive. On apprend des choses même à mon âge. Bon. Merci. Vous voulez dire un petit mot de bienvenue et prendre la parole après, peut-être? Oui, merci d'être là. Donc, on va essayer de faire le plus interactif possible. Et donc, n'hésitez pas à nous poser des questions et à construire le débat avec nous. Je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci de nous avoir invités aussi. C'est vrai qu'on n'a pas si souvent l'occasion d'échanger entre disciplines, donc c'est plutôt bien. Ça nous fait sortir un petit peu de notre cercle souvent médical et soignant. Donc voilà, j'espère qu'on aura des échanges. Ça fait du bien de revenir à la fac. Oui, c'est ça. Ça fait du bien de revenir à la fac. Voilà, merci. Merci. Asseyez-vous, on va écouter Mathilde. Bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment désolée d'être derrière un écran et pas directement devant vous, mais comme on vous l'a dit, le problème était que mon train de retour était supprimé et il n'y avait pas d'autre train de retour et je ne pouvais pas me permettre en fait d'être coincée et de ne pas être à Paris ce soir. Donc c'est pour ça que je me retrouve en Zoom. Avant de commencer à faire la conférence que j'ai prévu de faire, je voudrais juste... je vais partager mon écran, vous allez comprendre. Je vais commencer par rendre cet hommage à notre collègue à Marne-la-Vallée, dont nous avons appris hier soir la mort par féminicide. Elle a été tuée par son mari. Elle était membre de la commission égalité. Moi, je la connaissais parce qu'elle était membre de la commission égalité. Et voilà, on est tous un peu sous le choc à la fac et dans la commission égalité de la fac. Et je ne me voyais pas en fait commencer à parler... dans le cadre d'ailleurs d'un mois de l'égalité, sans lui rendre un hommage et voilà, présenter son nom, ses travaux et rappeler que nous sommes toujours dans un pays où les féminicides sont très insuffisamment pris en charge. Elle avait évidemment porté plainte, demandé protection à la police, mais elle n'a pas été écoutée et elle est morte il y a 2 jours. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un peu douloureux. Et puis parce que voilà, on n'est pas là pour ça, mais je ne pouvais pas faire autrement que de vous en parler. Donc je vais faire une conférence sur l'histoire de l'avortement, du droit à l'IVG. Je vais aussi un peu parler de la contraception, compte tenu de l'exposition que j'ai malheureusement pas pu voir, mais qui est liée à ces questions dans une approche historique. Et donc en fait, je vais commencer... en rappelant que cette question du droit à l'avortement, elle n'est pas du tout aussi évidente qu'on pourrait s'y attendre et l'avortement n'a pas toujours été interdit. Si on remonte très loin, je ne vais pas m'arrêter sur des périodes anciennes qui sont moins dans mes spécialités, mais dans l'Antiquité, le père disposait d'un droit de vie et de mort sur ses enfants, vivant comme dans le ventre de leur mère. Et donc, sous l'Antiquité, l'avortement consenti par le pater familias n'était pas considéré comme un crime. Si il n'avait pas consenti à l'avortement, c'était consenti comme un crime, mais pas contre l'enfant à naître, c'était consenti comme un crime contre le pater familias. On sait que la question, en fait, est très variable selon les périodes et selon les sociétés. C'est le christianisme qui va faire de l'avortement un crime, non plus contre le mari, mais contre l'enfant à naître. Et dans nos pays, à l'époque moderne, comme le droit civil, le droit pénal se sont calqués sur le droit canon, dans les dynamiques d'alliance de l'Église et de l'État, l'État va reprendre l'interdiction de l'avortement et son association à un crime, et pendant toute l'époque moderne, les avortés, mais surtout les avorteurs, les avorteuses, sont considérés donc comme criminels et c'est passible de la peine de mort. Cela dit, ça a été très peu appliqué dans les faits, ne serait-ce déjà parce qu'il était extrêmement difficile de prouver que l'on avait affaire à un avortement et pas à une fausse couche naturelle. Il n'y avait pas les moyens ni médicaux ni juridiques de le montrer.
À la veille de la Révolution française, on se rend compte qu'un certain nombre de penseurs, de philosophes des Lumières, des hommes surtout, c'est pour ça que j'utilise le masculin, ont commencé à défendre l'avortement. On le voit par exemple avec la phrase du marquis de Sade, qui disait, faisant parler une femme, « Nous sommes toujours les maîtresses de ce que nous portons dans notre sein, et nous ne faisons pas plus de mal à détruire cette matière qu'à purger l'autre par des médicaments quand nous éprouvons le besoin. » Bon, il jouait sur la provocation en comparant avec différentes purges, mais on voit qu'on commence à avoir une remise en cause de l'avortement et un discours qui finalement, dès la fin des années 1780, défend le droit des femmes à disposer de leur corps et donc de ce qu'il y a dans leur corps. Le code pénal révolutionnaire en 1792, sans dire si l'avortement est un crime ou non, en tout cas supprime la peine de mort en cas d'avortement. Et quand Napoléon fait réécrire tout le code pénal français en 1810, alors lui, il va faire reconnaître l'avortement comme un crime dont sont punissables surtout l'avorteur ou l'avorteuse, mais aussi la femme avortée, mais avec un risque de prison pour l'avorteur et même de travaux forcés pour les avorteurs et de simple prison pour les femmes. Mais à nouveau, dans la pratique, pendant tout le XIXe siècle, il n'y a quasiment pas de poursuite pour avortement. Et les rares cas d'avortement qui sont portés devant les tribunaux se concluent quasi systématiquement par la relaxe pour la femme et même aussi pour l'avorteur ou l'avorteuse. Comme je vous l'ai dit, en fonction du code pénal, l'avortement est considéré comme un crime. Il passe donc en assises devant des jurys citoyens. Et face à des jurys citoyens, quand une femme évoquait les raisons de son avortement, bien souvent la misère, parfois un viol ou un inceste, eh bien les jurys émus par la situation, ne voulant pas donner la peine sévère prévue par le code pénal, donc la prison, préféraient acquitter. Et donc au XIXe siècle, on a très peu de cas de femmes poursuivies pour avortement. Qui plus est, au XIXe siècle, finalement, l'avortement n'est pas considéré comme très grave. Bien au contraire, il est même considéré par les autorités comme prévoyant. En effet, il ne faut pas oublier que la France du XIXe siècle est une France que l'on dit malthusienne. C'est-à-dire que non seulement les familles réduisent leur naissance par différents moyens de contraception et d'avortement, mais l'État, les autorités nationales comme municipales, encouragent cette limitation des naissances. C'est des moments où il y a même des aides financières données aux familles qui n'ont pas, des familles les plus pauvres, qui n'ont pas beaucoup d'enfants. Et donc, dans cette atmosphère, eh bien, finalement, ne pas avoir d'enfant et se débarrasser d'un enfant pour une famille pauvre était considéré finalement comme quelque chose de prévoyant pour la prospérité familiale, la prospérité nationale. À la fin du siècle, on a même un courant que l'on dit, que l'on appelle néo-malthusien, parce que ce dont je vous ai parlé, c'est le malthusianisme, et eux se disent néo-malthusiens. Et quelle est la différence entre les malthusiens et les néo-malthusiens? C'est que Malthus et les malthusiens prenaient la tempérance, l'abstinence. Ils toléraient certes la contraception et l'avortement, mais ils ne l'encourageaient pas. Alors que les néo-malthusiens, eux, encouragent très clairement à la contraception et l'avortement, car il s'agit pour eux de mettre le holà sur les bébés, mais pas sur la sexualité. Et donc, ce sont des discours nouveaux qui se développent à la fin du XIXe siècle et qui défendent contraception et avortement, avec des arguments qui peuvent être pacifistes ou ouvriéristes. Alors, je vous montre là un dessin du XIXe siècle qui représente un avortement et où l'avorteuse dit « Pleurez pas tant, ma petite, il est mieux là qu'à l'assistance, c'est-à-dire à l'assistance publique », donc un discours malthusien disant qu'il vaut mieux avorter que de faire naître un enfant dont on n'a pas les moyens de s'occuper. Je vous montre là des timbres néo-malthusiens du début du XVIIe siècle,
Alors, il y en a un qui est rectifié, quand il y en a pour un, il y en a moins pour deux, il n'y en a pas pour six, donc ayons peu d'enfants, un discours néo-malthusien, et d'autres slogans que vous pouvez trouver à l'époque, assez de chair à plaisir, assez de chair à travail, assez de chair à canon, femmes, faisons la grève des ventres. Alors, on a beaucoup de discours de ce type, et certains sont même très clairement féministes. Hein. On le voit par exemple dans un tract néo-malthusien qui s'appelle « Aux gens mariés », qui est destiné aux gens mariés, où le néo-malthusien Paul Robin écrivait « Le plus grand soulagement que l'on puisse apporter aux inquiétudes de l'époux est de lui indiquer les moyens efficaces, sans danger, de n'être mère que quand elle l'aura résolu, après mûre réflexion. C'est le premier pas, le point le plus essentiel de la véritable émancipation de la femme. » Donc on a cette dimension. On a aussi des textes de féministes radicales qui reprennent ces arguments néo-malthusiens. Je pense par exemple à Jeanne Dubois ou à Nelly Roussel, à Louise Sylvette, à Madame Bélardi, à Gabrielle Petit, ou celle qui est plus connue peut-être de vous, Madeleine Pelletier, qui était médecin, qui était psychiatre, qui pratiquait d'ailleurs des avortements, et qui multipliait les textes favorisant la contraception et l'avortement. Il faut bien voir que dans les journaux de la fin du XIXe siècle, il y a un très grand nombre de publicités qui sont très clairement des publicités pour des sages-femmes qui pratiquent des avortements. Alors, on ne dit pas sages-femmes pour les avortements dans les publicités, mais sages-femmes en cas de retard, donc c'est assez clair, ainsi que des publicités pour des modes de contraception depuis révolus, comme un suppléteur de poudre spermicide, un dilatateur qui permettait donc de mettre dans le vagin une poudre spermicide. Madeleine Pelletier écrivait, je ne sais plus si je l'ai mis, parce que comme, voilà, là c'est pour les sages-femmes, hein, vous voyez, sage-femme reçoit des pensionnaires à toutes les pommes, discrétion absolue, donc c'est très clair pour les gens à l'époque. Et voilà, je n'ai pas mis la phrase de Madeleine Pelletier, mais Madeleine Pelletier écrivait en 1911 « C'est à la femme seulement de décider si et quand elle veut être mère », c'est-à-dire en 1911, 60 ans avant le fameux slogan du planning familial que j'ai mis au dos de ma vidéo, hein, « Un enfant, si je veux, quand je veux ». Donc voilà quelle était l'ambiance à la veille de la Première Guerre mondiale, des juges qui ne condamnent pas, une industrie de la contraception qui se développe et qui commercialise, des journaux qui font des publicités et des discours néo-malthusiens justifiés par la nécessité pour les néo-malthusiens de protéger les familles ouvrières et au niveau de l'État pour empêcher la pauvreté du pays. Ce qui va faire changer les choses, c'est d'abord un peu le fait de 1871, mais surtout la Première Guerre mondiale. En fait, on voit se développer un autre courant, qu'on appelle le courant populationniste, qui lui pousse à faire beaucoup plus d'enfants, pour qu'il y ait plus d'ouvriers, pour qu'il y ait plus de soldats, parce qu'il y a une inquiétude face non pas à la dépopulation, dans la France on ne s'est jamais dépeuplé, simplement c'est sûr que son taux de natalité et son renouvellement naturel était moins dynamique que pouvait l'être celui des Allemands. On est dans des logiques de conflit avec l'Allemagne. Et on commence à avoir des discours qui considèrent que le néo-malthusianisme et les pratiques malthusiennes menacent la patrie. Et donc au sortir de la guerre, après la saignée démographique qu'a été la guerre, l'État adopte finalement ses positions populationnistes, alors que jusque-là il était malthusien, et va complètement changer sa législation. Et sa répression va désormais se faire sévère. Ce sont deux lois, la première en 1920, la seconde en 1924, qui vont en fait ouvrir une période, finalement, donc, vous l'aurez compris, assez courte sur notre histoire longue de l'avortement, mais qui nous marque parce que c'est la plus proche de nous. Donc une période au cours de laquelle contraception, avortement et discours néo-malthusiens vont être absolument interdits en France. Alors pour la contraception,
c'est un peu plus compliqué car ils ont été quand même obligés de maintenir l'autorisation d'un des moyens de contraception qui existait à l'époque, le préservatif masculin. Parce qu'il y avait certes des angoisses populationnistes, mais il y avait aussi des angoisses vénériennes. On est quand même à des moments où la syphilis est un véritable fléau et on n'a pas encore les moyens de la soigner. Et donc on va maintenir la possibilité de la vente du préservatif. En revanche, tous les moyens contraceptifs qui concernaient les femmes et qui étaient utilisés par les femmes, toutes les cartes vaginales, tous les diaphragmes, les insufflateurs comme celui que je vous ai montré, toutes les poudres, crèmes et gels spermicides qui existaient à ce moment-là, sont désormais interdits à la vente. C'est intéressant à signaler parce que ce que la montre, c'est que la loi française n'a pas vraiment interdit toutes les pratiques contraceptives. Elle a en fait surtout privé les femmes de maîtriser leur fécondité et leur contraception. Il y a plus tard une très belle lettre de Simone de Beauvoir à son amant, dans lequel ils hésitent, on est en 1945, ils se posent la question de la contraception, parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir un enfant ensemble, et son amant lui dit « mais je peux prendre un préservatif, ne t'inquiète pas, gna 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 ». Et Simone Veil lui explique que non, pas du tout, en fait, elle veut être maître de sa contraception et qu'elle va donc utiliser un diaphragme qui lui a été donné par une de ses américaines, justement pour garder cette maîtrise. En effet, évidemment, même s'ils sont interdits, ces objets circulent sous le manteau, ce d'autant que dans d'autres pays, la législation est beaucoup moins stricte. Et on a dans les années 30, en France, de nombreuses consultations dites de birth control, le contrôle des naissances, qui sont approvisionnées en matériel contraceptif qui vient de l'étranger, soit d'Angleterre, soit de Suisse, où ils étaient beaucoup plus en vente libre. Je ne vous apprends pas non plus, surtout s'il y a beaucoup de médecins ou d'apprentis médecins dans l'assistance, que la méthode Ogino ensuite va devenir un des moyens contraceptifs. Alors on dit méthode Ogino, mais je pense que vous savez que le vrai terme c'est Ogino-Knos, Knaos, je ne sais pas comment on prononce, le médecin japonais ayant établi le cycle d'ovulation, mais c'est le gynécologue autrichien qui en a fait une méthode de contraception et qui a permis aux femmes en fait, de reprendre un tout petit peu le contrôle de cette contraception. Donc pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas dans quelle mesure il y en a qui ne connaissent pas dans la salle, mais il s'agit à partir d'un calendrier des cycles féminins et des courbes de température de déterminer la période d'ovulation et d'éviter les rapports sexuels reproductifs pendant cette période de ces jours féconds. D'ailleurs, en Italie, c'était assez drôle parce qu'on appelait ça la méthode Oggi. Non, aujourd'hui, non. Le nom du gynécologue japonais. C'est une méthode qui est d'autant plus développée que le pape va l'autoriser devant l'Association catholique des sages-femmes en octobre 51, puisqu'il s'agit d'abstinence, donc le pape ne s'y oppose pas. Bon, c'est pas sûr à 100%, et on parlait des bébés oginos, c'est-à-dire ceux qui étaient nés malgré tout avec cette méthode. Bon. Donc les femmes ont quelques recours possibles de contraception. Cela dit, les archives du fort privé tendent à nous montrer que la plupart des femmes en fait ne savaient pas trop comment faire. Beaucoup pensaient qu'il suffisait de se laver après leur rapport sexuel en restant debout longtemps pour qu'il n'y ait pas de fécondation. Bon, vous imaginez qu'il y a des bébés qui ont dû naître dans ces situations. Donc ça c'est pour la contraception. Pour l'avortement, il était strictement interdit. Mais si on regarde le code pénal tel qu'il est rédigé avec la loi de 1924, on a l'impression que c'est mieux qu'avant. Puisque le code pénal de 1910, l'avortement est un crime, il est passible de la prison. Quand on regarde la loi de 1924, l'avortement n'est plus un crime, c'est un délit. Donc c'est moins grave et la peine est moins sévère. Ce sont désormais des amendes pour les avortés et des peines de prison plus courtes pour les avorteuses. Donc on peut se dire sur le papier c'est mieux. Mais en fait c'est ce qui va permettre la répression. C'est ce qui va permettre la répression parce que comme c'est un délit, maintenant les avortements passent en correctionnel et non plus aux assises,
Or, les juges sont moins prompts à s'émouvoir devant une femme que ne pouvaient être les jurys. Et d'autre part, comme les peines sont moins lourdes, ils ont moins de scrupules à les donner. Par conséquent, commence un moment de très forte pénalisation des femmes qui avortent et de celles et ceux qui les aident à avorter. La législation, comme vous devez le savoir, est durcie sous Vichy, où pratiquer un avortement est désormais considéré comme un crime contre la patrie, contre la nation, et il est passible pour l'avorteuse, à nouveau pas pour l'avorté, de la peine de mort. Et 3 femmes seront assez guillotinées sous le régime de Vichy. Claude Chabrol a raconté l'histoire d'une de ces 3 femmes dans un très beau film que vous avez peut-être vu et qui s'appelle « Une affaire de femmes ». La République restaurée en 1945, la 4e, revient à la loi de 1920 et celle de 1924. Elle reste non seulement donc toujours répressive en matière d'IVG, mais surtout tous les travaux de mes collègues sur la pénalisation de l'IVG et sur les procès pour cause d'IVG montrent qu'il y a même un durcissement par rapport à l'avant-guerre, dans l'après-guerre, contre les femmes qui avortent et les faiseuses d'anges ou faiseurs d'anges qui pouvaient les aider. Ce qu'il faut bien voir, et là aussi je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, mais il est toujours important de le rappeler, c'est que on peut même si on pénalise l'avortement, on ne supprime pas l'avortement. Les avortements ont toujours lieu, même dans des contextes d'interdiction. Ils ont lieu actuellement, évidemment, aux États-Unis, même dans les contextes d'un nouveau contexte d'interdiction dans certains États. Change la pénalisation, c'est qu'elle oblige les femmes à avoir recours à des avortements clandestins. Et dans les années 50, 60, ces avortements clandestins, c'est tout simplement l'horreur. Car pour interrompre une grossesse, jusque dans les années 70, et vous verrez pourquoi je dis jusque dans les années 70, je ne parle pas de l'autorisation par la loi Veil, mais vous verrez par l'arrivée d'une méthode nouvelle. Mais avant les années 70, la solution pour avorter, alors là, s'il y a des médecins qui vont peut-être trouver que je ne suis pas très rigoureuse dans la description médicale des techniques d'avortement, je m'excuse, moi je suis historienne et pas médecin, donc vous pouvez me corriger, mais la solution était d'introduire un objet fin pour crever l'œuf, ce qui entraîne une infection qui occasionne, après plusieurs jours, une fausse couche nécessitant un curetage. Alors cette opération, réalisée en milieu médical avec une sonde stérile, en prenant garde de n'occasionner aucune blessure et en maîtrisant bien l'infection, est quasi sans danger. Mais dans la France des années 1920 jusqu'aux années 1970, on ne pouvait que très rarement avorter dans ces conditions médicales optimales. Évidemment, il y avait des médecins qui pratiquaient des avortements, souvent d'ailleurs moyennant finance, et seules les femmes qui avaient les moyens financiers pouvaient de façon illégale avoir recours à ces IVG sécurisés. Mais pour la majorité des femmes, il fallait avoir recours au mieux à des faiseuses d'anges, des femmes en majorité, quelques hommes, qui posaient des sondes métalliques, pas toujours très bien stérilisées, et le plus souvent, la plupart des femmes, en fait, recouraient seules avec des proches, femmes ou hommes, et les moyens du bord. Elles détournaient donc pour ce faire les objets de leur quotidien, des cintres, des aiguilles à tricoter, des queues de persil, des baleines de parapluie, de corsets, des tringles à rideaux, du fil de fer, du fil électrique, des stylos. La féministe Benoît de Boult, par exemple, interrogée par Clémentine Autain en avril 2004, a expliqué à Clémentine Autain qu'elle avait plusieurs fois avorté, et sa sœur aussi, et elle précisait non sans humour que pécheuse en plus d'être pécheresse, je la cite, elle avait recouru à du fil de pêche, un gros poisson, pour avorter et avorter sa sœur. Elle le disait, j'ai même fait ça plusieurs fois à ma sœur, mais c'était ça, ou ne plus faire l'amour. Les femmes attendaient ensuite, dans la douleur, l'hémorragie et l'infection, et elles se rendaient à l'hôpital où on procédait au curetage et à l'antibiothérapie.
à l'hôpital où elles étaient alors très souvent humiliées, curetées à vif, sans anesthésie, comme punies. Il y a de très nombreux témoignages de ces humiliations subies à l'hôpital. Le risque était alors la perforation utérine, voire intestinale, l'hémorragie pouvant être mortelle. Une infection nécessaire à l'expulsion pouvait devenir absolument hors contrôle, d'autant que les femmes reculaient souvent le moment d'aller à l'hôpital parce qu'elles avaient peur, pour reprendre l'expression qui était utilisée par ces femmes, on leur raccroche le fœtus, et cette attente était souvent fatale. D'autres pouvaient aussi recourir à des poires à lavement en caoutchouc qu'on trouvait dans les pharmacies familiales et tenter pour avorter de s'injecter de l'air, de l'eau additionnée de savon, de l'alcool, de la moutarde, de l'eau de javel. Ce sont des manœuvres, je n'apprends pas aux médecins qui m'écoutent, qui sont extrêmement dangereuses, qui peuvent provoquer des embolies pulmonaires cardiaques et létales. Alors voilà, je sais que c'est difficile à entendre tout ça, mais je pense qu'il est important de rappeler dans quelles conditions les femmes ont avorté dans les années 20, 30, 40, 50, 60, et pourquoi il est très important de nos jours encore de ne pas interdire l'avortement. Tout le monde savait, personne ne disait rien, personne. Je vous invite évidemment à lire l'ouvrage d'Annie Ernaux, L'événement, qui raconte ça. Alors elle a recours à pose une sonde et qui contrôle un peu, mais elle raconte l'humiliation à l'hôpital, humiliation qui cesse d'ailleurs, qui s'atténue à partir du moment où le médecin prend conscience qu'elle est étudiante et que, en fait, il a moins de mépris de classe pour elle et l'humiliation cesse, mais vraiment, bon, voilà, elle a eu le prix Nobel de la paix, donc maintenant tout le monde la connaît, et le livre a fait l'objet d'un film que je n'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il était réussi. Concrètement, ça veut dire donc des femmes qui mouraient, bon, sans doute beaucoup moins que ce que l'on a pu dire, parce qu'en fait, tout le monde avait quelque part intérêt à dire que toute femme mourrait, les uns pour faire peur aux femmes qu'elles n'avortent pas, mais ensuite aussi pour pousser les services publics à agir. Mais ce que l'on dit moins souvent, c'est que très nombreuses femmes ont perdu en fait leur fertilité avec ces types d'avortements clandestins. Et c'était finalement assez contraire à la volonté de repeupler le bio. Il faut bien voir que ce n'est pas un phénomène minoritaire. À la fin des années 60, les différents travaux, évidemment on n'a pas de source, parce que c'est clandestin, mais les différentes enquêtes tentent à montrer qu'il y avait à peu près 1 million d'avortements clandestins par jour en France. Donc un phénomène absolument majeur. Ce sont dans les années 60 que des femmes, et bientôt les femmes, vont progresser contre cette situation. La période est propice en fait à se dresser contre cette situation, car on est en plein baby boom, il n'y a plus d'angoisse populationniste, les femmes ont beaucoup d'enfants, la natalité est vraiment galopante à ce moment-là, et le discours n'est plus donc un discours de limitation des naissances. Le discours qui va se développer est le droit finalement à choisir quand on veut un enfant et de ne pouvoir ne pas en avoir quand on en veut. Les femmes réclament de plus en plus aussi le droit à une sexualité heureuse dans un contexte d'évolution des mentalités en la matière et le droit à une maternité heureuse parce que l'enfant a été détruit. Alors dans un premier temps, des femmes vont surtout revendiquer et réclamer la contraception. À nouveau, je fais le lien avec cette exposition que j'aurais aimé voir et que je n'ai pas pu voir, mais au début, le combat est pour le droit à la contraception. Et d'ailleurs, l'un des arguments de celles et ceux qui se sont battus pour le droit à la contraception est de dire que si on a une contraception efficace, il y aura moins d'avortements. Donc on utilise les imaginaires négatifs autour de l'avortement pour revendiquer la contraception. Dans les années 50 est ainsi créé un mouvement qui est d'abord intitulé Maternité heureuse et qui prendra le nom dans les années 60 de planning familial. Alors c'est une histoire, belle histoire, la création de Maternité heureuse. C'est une jeune trentenaire, Evelyne Sullereau, qui était mère de 4 enfants, donc elle savait de quoi elle parlait en matière de manque de contraception.
et qui décide donc de créer cette association Maternité Heureuse. Evelyne Sullereau a été interrogée par l'historienne qui est vraiment la référence pour parler d'histoire du droit à la contraception et à l'avortement dans ces années-là, Bibia Pavard. Et Bibia Pavard a interrogé Evelyne Sullereau, qui lui a raconté que quand elle est allée déposer les statuts de son association Maternité Heureuse, ce qui n'est pas évident, l'association tombait sous le coup de la loi de 1920, c'est quand même une association qui défendait le droit à la contraception. Eh bien, en fait, elle s'est rendue accompagnée de son plus jeune fils âgé de 2 ans, qu'elle a posé sur le comptoir du préposé à l'inscription pour son association. Le nom de l'association, c'était Maternité Heureuse. Et comme Evelyne Sullereau le dit à Bibia Pavard, le minot avec sa bouille d'ange et l'association avec son nom qui ne disait pas trop de quoi il était question. L'association, je cite Evelyne Sullereau, qui allait changer le monde, a été enregistrée. Et à partir de là, elle a pu faire le rôle du planning familial. Le premier centre de planning familial a donc été ouvert par ailleurs à Grenoble, donc, où vous êtes, et malheureusement je ne dis pas. C'était un centre de documentation qui donnait les noms des médecins qui acceptaient de délivrer la pilule qui avait été mise au point par des chercheurs mexicains, mais brevetée par des Américains, enfin des États-Unis en 1951, et que les chercheurs mexicains n'ont pas récupéré l'argent de leur trouvaille, qui était arrivé à la fin des années 50 en Europe, qui était commercialisé par exemple en République fédérale Allemagne dès 1956, qui acceptait aussi de poser le stérilet, alors perfectionné, et qui commençait à se diffuser. Dans ce contexte, avec des mobilisations, des mouvements et finalement des contraceptions qui se mettaient en place, le 28 décembre 1967, est-ce que j'ai mis un truc dessus? Voilà, c'est planning familial, pas plus loin. Le 28 décembre 1967, après 6 mois de débats très houleux, que l'on a tendance à oublier, mais qu'il est intéressant de rappeler, à la fois hors et dans le Palais Bourbon, a donc été votée la légalisation de la contraception médicale en France. C'est ce que l'on appelle la loi Neuwirth. Alors, il y avait beaucoup de limites à cette loi, je ne rentre pas dans les détails, mais notamment le carnet à souche, etc. Elle avait le mérite d'exister. Le problème, c'est que les décrets d'application ont mis énormément de temps à être pris par l'exécutif. Les derniers décrets d'application de la loi Neuwirth, donc je le redis, une loi de 1967, ont été pris en 1975. Donc il y avait une loi qui autorisait la délivrance de la pilule, mais pendant très longtemps, les femmes ont dû continuer à acheter la pilule sous le manteau, aller en chercher en Suisse, et le planning familial à en distribuer en allant en chercher en Suisse. Reste que la contraception légalisée restait donc à conquérir le droit à l'IVG. Excusez-moi, je vois un peu. Alors le contexte était à nouveau favorable à la revendication. On était après les 68. Les mentalités avaient de plus en plus évolué en faveur des droits des femmes en général et de la libération sexuelle par ailleurs. Des pays voisins du nôtre, moins catholiques que le nôtre, j'aurais tendance à dire aussi moins sexistes que le nôtre, moins populationnistes peut-être, pratiquaient déjà une IVG sécurisée et légale. C'était le cas en Grande-Bretagne, c'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas en Suisse. Et de facto, comme je vous l'ai dit, il y avait des avortements. Donc de toute façon, la question n'était pas à des femmes ou non qui avortent, mais les conditions dans lesquelles ces femmes avortent. On en avait conscience, et ce que pointait notamment la gauche, c'est qu'il y avait une grande inégalité sociale face à l'accès à l'avortement. Les femmes pauvres étaient contraintes à la peseuse d'ange ou au cintre, alors que les plus aisés pouvaient soit se payer un voyage en Suisse ou en Hollande, soit un médecin qui acceptait de pratiquer un avortement sécurisé. C'est dans les années 70 que le débat va se radicaliser, chacun essayant de sensibiliser l'opinion publique pour pousser l'État à légiférer. Alors du côté des pro-droits à l'IVG, on a le mouvement de libération des femmes, le MLF, on a le planning familial qui, après avoir défendu uniquement la contraception
contraception change dans ces années-là et a désormais un discours favorable aussi au droit à l'IVG. Donc là, je vous ai mis des affiches de cette époque du mouvement pour le planning familial. Non, j'y reviendrai après. Et d'autres associations comme Choisir de Gisèle Halimi qui défendait aussi le droit à l'IVG. En avril 1971, paraît dans le journal Le Nouvel Observateur le manifeste nommé par Charlie Hebdo le manifeste des 343 salopes, mais dont le vrai terme est la liste des 343 françaises qui ont le courage de signer le manifeste Je me suis fait avorter, qui est un manifeste très long, dont on connaît en général assez peu l'ensemble du texte, mais que je vous invite à lire car il est extrêmement intéressant. 343 femmes, parmi lesquelles quelques personnalités du monde des lettres et du spectacle, Catherine Deneuve, Marguerite Duras, Delphine Seyrig, évidemment, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau, mais aussi beaucoup d'obscurs. Et ce texte a eu un impact considérable. En fait, chacune des signataires risquait de passer en justice en application des lois de 1920-1924, mais le ministère public choisit de ne pas poursuivre. Cependant, les plus obscures de celles qui ont signé, certaines l'ont payé. Certaines ont perdu leur travail pour avoir signé le manifeste des 343. Il fallait un vrai courage pour le signer. Ce manifeste fut suivi, même s'il est moins connu, d'un manifeste signé par 330 médecins qui affirmaient avoir pratiqué des avortements. C'est un manifeste de 1973. En 1972, c'est le moment du procès de Bobigny, que je ne vais pas avoir le temps de détailler, mais vous connaissez. Donc, c'est le procès d'une jeune fille accusée d'avoir avorté, ainsi que sa mère, qui y avait aidé, et l'avorteuse, qui avait pratiqué l'avortement. Cette jeune fille s'appelait Marie-Claire, elle était mineure, elle avait été dénoncée par le père de l'enfant, qui était aussi son violeur, car Marie-Claire avait été violée. C'est Gisèle Halimi, que l'on voit là sur cette photo, Marie-Claire cachant son visage dans ses mains, qui s'est chargée de sa défense et qui, avec l'accord évidemment de Marie-Claire et de sa mère, a transformé le procès de Bobigny en procès de la loi 1920, faisant témoigner un nombre considérable de très grands témoins. Et notamment, un des témoins qui a fait changer les choses est un médecin, pourtant connu pour ses positions plutôt conservatrices, et qui, à la barre, a dit qu'effectivement, dans des situations de détresse, évidemment que lui aussi aurait pratiqué un avortement. Et ce procès est extrêmement important car la jeune fille est relaxée. La mère et l'avorteuse ont été condamnées, mais à des peines extrêmement faibles. Et donc, c'est un tournant dans l'histoire de l'avortement, parce que cela montrait que désormais, la loi de 1924 n'était pas applicable. Alors, le procès a été soutenu par toutes les associations féministes. Je vous ai mis là un tract de féministes qui soutenaient le procès, donc toutes solidaires, qui nous exploitent, etc. Je n'ai pas trop le temps, vu que ça avance, de détailler. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce procès a mobilisé l'opinion publique et surtout a fait évoluer l'opinion publique. En fait, tous les sondages, avant et après le procès, montrent que l'opinion publique a changé et qu'après le procès, elle est désormais majoritairement favorable à la légalisation. Or, à ce moment-là, arrive en France une nouvelle méthode d'avortement qui va être pratiquée par un certain nombre de médecins, de personnel médical et bientôt de gens qui n'ont pas forcément de formation médicale, dans le cadre d'un mouvement qui s'appelle le MLAC, le Mouvement pour la libéralisation de l'avortement et de la contraception. Alors le MLAC, au tout début, organisait des voyages collectifs vers la Hollande et l'Angleterre, mais petit à petit, ils vont en fait appliquer ce que l'on appelle en
France, mais pas dans les autres pays, la méthode Karman. En effet, c'est une nouvelle méthode pour avorter. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus cette fois de faire des curettages, mais c'est une méthode par aspiration, comme le montre cette affiche, un peu abîmée, mais que l'on trouvait dans les centres du lac, qui explique la méthode d'aspiration. Je ne sais pas si vous êtes allé voir le film Annie Colère, qui est sorti, je crois, en novembre dernier, et que je vous conseille. C'est un film que j'ai trouvé extrêmement intéressant, parce que justement il parle de cette méthode Karman et qui montre le rôle des groupes du MLAC pour le pratiquer. Pour expliquer rapidement, à nouveau, je ne sais pas qui est dans la salle, donc si c'est des médecins, vous allez peut-être trouver que je suis un peu faible, mais s'il n'y a pas que des médecins, ça prendrait peut-être plus de choses. Il s'agit cette fois d'aspirer le contenu de l'utérus, ce qui est de facto moins dangereux et moins douloureux que le curetage qui prévalait jusqu'alors. Les canules souples qui étaient souples et qui étaient creuses, voilà, cumuler les fonctions de sonde d'entrée dans l'utérus, de curette des débris embryonnaires et de conduit d'aspiration, moins traumatique que pouvaient l'être les anciennes sondes rigides, et évidemment plus encore d'objets du quotidien formés. Il y avait beaucoup moins le risque de performer l'utérus avec ces canules souples. C'était la fin aussi de l'avortement en 2 temps, cause de la sonde puis curetage, puisque l'avortement ne se passait qu'en une seule fois, donc c'était moins traumatisant. Donc c'est une méthode qui venait du RSS, c'est la méthode dite de Simpson de 1827, qui avait été améliorée en Chine en 1958 et donc perfectionnée par Harvey Karman, un psychologue et militant pour la liberté de l'avortement en Californie dans les années 50. Il a donc laissé son nom, s'attribuant un peu seul la paternité d'une méthode médicale dont il n'était pas le seul auteur. Par ailleurs, si Karman met au point le système des canules souples, facilement stérilisables et peu chères, si la méthode a fonctionné, et elle a par ailleurs été aussi améliorée, c'est grâce aux réseaux féministes transnationaux. C'est les réseaux féministes qui vont effectivement faire des groupes pour faire découvrir cette méthode. Et c'est comme ça que des médecins militants français, et notamment des médecins de Grenoble, la découvrent à Paris à l'été 1972, chez l'actrice et militante féministe Delphine Seyrig, ou à Londres, où à nouveau des médecins font le développement, auprès des féministes du Women's Lib, du mouvement de libération des femmes, où on a d'ailleurs une équipe de médecins grenoblois qui se rend en juin 1970. D'ailleurs, un des médecins grenoblois qui s'était rendu à cette réunion du Women's Lib à Londres écrivait « Ce fut pour nous l'effet d'une bombe lorsque Joan, une féministe anglaise, sortit de son sac quelques canules et seringues. Nous nous précipitâmes dessus avec une curiosité extrême, conscients que, bien plus que d'une amélioration technique, il s'agissait d'une arme révolutionnaire qui permettait de défier les lois les plus répressives. » Cette citation, je la dois à l'interview que la chercheuse et journaliste Béatrice Kammerer a fait dans Slate des médecins qui pratiquaient cette méthode Karman. En effet, la méthode Karman, ce n'est pas qu'une amélioration médicale, et ça j'y insiste, c'est toute une philosophie profondément humaniste de l'opération. Déjà, l'objectif de Karman est ambitieux, puisqu'il l'explique dans un article qu'il a publié dans une revue de gynécologie et d'obstétrique en juin 1972. Karman défendait déjà un cadre peu médicalisé, essayant d'être confiant, d'instaurer de la confiance, une méthode qui devait se pratiquer en binôme avec un médecin mais aussi un intermédiaire qui est là pour rassurer la femme. On le voit très très bien dans Annie Colère, il y a le médecin et il y a cette femme qui tient la main, qui chante une chanson, qui rassure, etc. Ce que Karman appelait l'anesthésie verbale. Mais ça a été aussi développé par les milieux féministes du self-help
Le self-help, c'est tout un courant qui revendique l'autonomie des femmes vis-à-vis de leur santé gynécologique, qui vise à reconstruire une image positive de leur corps, qui prône l'auto-observation, on le voit dans la Nicolaire, hein, on donne un miroir pour regarder son sexe et apprendre à le connaître, qui développe des thérapies pour soigner les affections des femmes. Et ces milieux self-help, en adoptant la technique médicale d'avortement par aspiration, sont allés plus loin dans l'anesthésie verbale en transformant ces avortements en pratiques militantes. Et donc c'est cette méthode qui se diffuse en France et qui a notamment se développé au sein des groupes du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, donc le MLAC, aussi au sein du groupe du planning familial, et commencer à pratiquer des avortements clandestins, et même de façon presque il ne se cachait pas, hein, on le voit bien dans le film. Et par ailleurs, c'était lié aussi à toute une activité militante. Les militants et militantes du BLAC se rendaient dans les hôpitaux pour protester contre l'interdiction de l'avortement, faisaient des manifestations, enfin voilà, militantes. Donc on le voit dans le film Annie Colère, on le voit aussi évidemment. Le film Annie Colère s'appuie sur un film qui a été fait par des cinéastes, mais proches des médecins militants du MLAC. Et le film s'appelle Histoire d'A. Il est depuis septembre dernier à nouveau disponible en DVD. Alors, je sais que plus personne n'a trop de DVD, mais on peut le voir. Et c'est vraiment un film absolument émouvant et très intéressant sur ces années-là et sur les pratiques, d'abord sur les conditions des femmes, mais aussi sur les pratiques militantes. Mais donc les femmes se retrouvaient en groupe, elles ont rassemblé plusieurs femmes pour une séquence d'avortement. Elles pouvaient être accompagnées de proches, et dans des appartements privés. Delphine Seyrig a très souvent prêté son appartement. Elles étaient accueillies par des personnels formés à la méthode et des intermédiaires, souvent des femmes, qui étaient là pour les réconforter. Il y avait une première réunion où on discutait, etc. On leur expliquait avec précision l'opération, avec notamment cette idée qu'il fallait connaître son corps et qu'elles allaient comprendre ce qui leur arrivait. Et ensuite, l'intervention avait lieu un jour suivant. Les femmes étaient d'ailleurs invitées à observer le col de leur utérus avec un miroir. Elles pouvaient s'introduire la canule si elles le souhaitaient. Dire oui, non, stop, on arrête, enfin, voilà, elle était beaucoup plus maître des choses, et à la fin, le groupe se retrouvait autour d'une tasse de thé, d'un repas, pour une dernière discussion. Le tout était gratuit. J'ai eu la chance de rencontrer c'était une infirmière qui a pratiqué des avortements Tarman, alors pas à Grenoble, mais à Marseille, puis à Paris, et je dois dire que la rencontre avec cette femme qui s'appelle Françoise, elle a développé son nom de famille, est resté pour moi un des souvenirs les plus émouvants, je pense, de ma vie de femme et de féministe, et notamment à un moment où elle a ouvert son sac, et dans son sac, manifestement un vieux sac qu'elle avait depuis longtemps, elle avait gardé ses premières seringues et ses premières canules de ses premiers avortements, et on était un certain nombre de féministes à table avec elle nous les a montrées, et je dois dire que tenir après l'avoir enseignée plein de fois en cours, et tenir pour la première fois une canule quand on n'est pas médecin, et savoir que cette canule a été utilisée en 73-74 pour avorter dans un contexte d'interdiction, ça fait un choc. Hein. Vraiment, je pense que je ne m'en remettrai jamais de ce moment, c'était extrêmement fort. Bref, vous l'aurez compris, l'avortement par aspiration, la méthode Kaman, comme on dit en France, était en tout point féministe et militant. Il s'agissait de permettre aux femmes de se réapproprier leur corps, d'acquérir une expertise en parlant entre elles de leur santé, de leur sexualité. Ça reposait sur la sororité, sur la confiance. Il s'agissait aussi de mettre fin au système capitaliste et de l'inégalité sociale de l'accès à l'IVG. Et ça a marché. Il y avait un nombre de permanences qui se sont ouvertes partout en France. Le succès de la méthode a préoccupé les pouvoirs publics. Dans ses mémoires, Simone Veil rapporte que lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur, Michel Poniatowski lui aurait conseillé de réformer très rapidement la loi sur l'avortement, sinon, je cite ce que Simone Veil dit que Michel Poniatowski lui aurait dit,
Vous arriverez un matin au ministère et vous découvrirez qu'une équipe du MLAC squatte votre bureau et s'apprête à y pratiquer un avortement. À noter que ces avortements par aspiration faisaient aussi grincer quelques dents dans les milieux féministes, autour de Gisèle Halimi et de Choisir, qui préféraient de rester dans le registre strictement légal, car évidemment, les avortements du MLAC n'étaient pas dans le cadre de la légalité. Alors, face à cela, Ah oui, alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est que l'effet aussi, excusez-moi, l'effet aussi de la méthode Karman, c'est que, de fait, non seulement il y a eu plus d'avortements, mais ça a fait s'effondrer le nombre de décès recensés à cause de l'avortement. C'est-à-dire que c'est une statistique qui a été établie par Lydia Pamard, où on voit donc le nombre d'avortements, enfin de décès pour cause d'avortement jusqu'à les années 72, et vous voyez très bien la courbe qui s'effondre. Et elle s'effondre pourquoi? Elle s'effondre parce que les avortements Karman étaient beaucoup moins risqués pour les femmes. Voilà, donc ça c'est des affiches du MLAC, on ne parle juste le droit, on se bat pour lui, et de fait, je vous l'ai dit, il y a une dimension militante très forte. Une autre affiche du MLAC, très connue, c'est tout de même plus chouette de vivre quand on est désiré. Voilà, Michel Poniatowski, j'ai mis là. Je suis désolée, comme je ne vois pas l'ordre de mes diapos, j'ai pu oublier de les faire passer. Ça, c'est le MLAC qui organise des départs sur la place Saint-Lazare en Hollande, avec sur ce car Hollande, c'est pas du tourisme, c'est pour un avortement. Donc face à ça, mobilisation des anti-avortements avec l'association Laissez-les vivre du professeur Lejeune, qui exhibe des fœtus de 6 mois dans des bocaux, qui réclame un moment de silence pour les enfants assassinés, et donc une période assez tendue. Sous la présidence de Pompidou, il n'y a pas de projet favorable qui est déposé à la Chambre, il y a juste un projet pour avortement en cas de viol ou d'inceste, mais qui ne sera même pas discuté. Et je ne vous apprends pas que c'est sous la présidence de Giscard que Simone Veil, nommée ministre de la Santé, dépose le premier projet qui va autoriser l'avortement. C'est un projet qui laisse à la femme le droit de choisir d'interrompre sa grossesse sans raison à invoquer. Donc le débat a été extrêmement tendu, à l'intérieur comme à l'extérieur du Palais Bourbon. Les arguments mobilisés ont été des arguments finalement des principes de réalité. Des avortements, il y en avait, mais ces avortements dangereux, voire menacer la fertilité, et menacer la fertilité, ont été contre-productifs. Il y a eu aussi beaucoup de travaux qui montraient que contrairement à l'image que l'on avait de la jeune fille, dans les imaginaires, on pensait que les femmes qui avortaient, c'était des jeunes filles dévergondées, mais en fait, en quête sociaux à la fille, on a montré que pas du tout, c'était majoritairement des femmes, des mères de famille mariées qui avaient déjà 2 ou 3 enfants et qui ne voulaient pas tout. Et que donc, c'est ce qu'a défendu Simone Veil, autoriser l'avortement était un argument de justice sociale et même un argument finalement sanitaire, parce que du coup, il fallait arrêter ces avortements clandestins qui menaient des femmes à la mort, même si avec Karman, c'était moins le cas. Donc des débats très tendus sur lesquels je ne m'étends pas pour laisser quand même du temps. Il faut que... Je dois m'arrêter à quelle heure qui est le temps pour les... Il faudrait, Mathilde, sans vouloir te presser un petit peu, ouais, parce qu'il faudrait que nos collègues gynécologues puissent parler. Voilà. Donc la loi passe en pleine nuit à 284 voix contre 89 grâce aux voix de la gauche. C'est une des rares voix de loi de la 5e qui par un gouvernement de droite mais qui est passée par les voix de la gauche. Avec un certain nombre de limites, c'était pas remboursé par la sécurité sociale, c'était juste gratuit pour les plus pauvres, il fallait une autorisation pour les mineurs, les étrangères ne pouvaient pas avorter, il y avait des entretiens tous les 8 jours et qui risquaient de sortir des délais. Et la loi n'était appliquée que pour 5 ans. C'est en 79 que son application fut définitive. Il faut savoir que les débats ont été difficiles à nouveau en 79. Mais elle est adoptée. Vous dire aussi rapidement qu'en 86, le retour de la droite au pouvoir a donné espoir aux anti-avortements que la droite reviendrait sur la loi Veil, mais Jacques Chirac
Chirac a dit très clairement qu'il n'y reviendrait pas dessus. Et privés d'appui parlementaire, les anti-avortements se sont repliés sur l'extrême droite. Donc on a dans les années 90 des commandos anti-IVG qui ont été mis en échec par la loi Meyers de 92 qui institue le délai d'entrave à l'IVG. Le retour de la gauche dans les années 90 va redonner un coup de pouce avec les lois Aubry-Guigou qui allongent le délai pour procéder à un avortement, délivrent les mineurs de l'autorisation parentale, et plus récemment, les lois Vallaud-Belkacem ont cette fois institué le remboursement de l'IVG à 100% par la sécurité sociale. C'était remboursé depuis la loi Roudy, mais sur un collectif voté à part, et créé un site gouvernemental. De nos jours, le délai a aussi été allongé en 2014. De nos jours, on considère que 45% des femmes ont pratiqué autour de leur vie une IVG. Le problème n'est pas celui du droit, mais celui de l'accès. Les attaques néolibérales contre l'hôpital, en fait, compliquent l'accès à l'avortement. Et nous ne sommes pas dans une menace sur le droit, mais plutôt rester, comme le disait Simone de Beauvoir, sur nos gardes. Et on l'a vu dans le cas des Américains, avec ce retour du simple, le simple qui, depuis les Espagnols de 2016, est devenu l'objet emblématique des luttes pour le droit à l'IVG. Et ces manifestations dans tous les pays, et notamment en France, pour soutenir nos sœurs états-uniennes suite au retrait de l'arrêt Roe versus Wade. Voilà, j'ai accéléré sur la fin, mais j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Merci Mathilde. Bien. Bien. Merci Mathilde d'avoir tracé à grands traits cette histoire du droit et de rappeler qu'en fait, voilà, c'est pas si loin, 2016, le remboursement de l'IVG, donc c'est un droit aussi qui est récent, enfin ça je parle à l'historienne, voilà, sur, dans notre histoire plus anthropologique, la maîtrise de la maternité, mais aussi l'avortement qui est présent, mais le droit et l'accès restent questionnés. Donc je vous propose de passer la parole du coup aux Grenobloises, voilà, pour voir comment ça se passe à Grenoble du point de vue du centre de santé sexuelle et du CHU, parce que tu as parlé de l'hôpital. Et du coup, on prendra les questions et un peu collectivement après, à l'issue des témoignages sur ce qui se passe à Grenoble. Alors, je sais pas, c'est là. Merci. À Grenoble, aujourd'hui sur le territoire grenoblois, c'est à peu près 2000 IVG par an qui sont réalisés pour 8000 naissances. Donc on est tout à fait dans le ratio national, puisqu'il faut voilà, dire qu'il y a à peu près 200-220 000 IVG par an. Voilà, c'est un chiffre qui oscille un petit peu pour effectivement 800 000 naissances. Donc on est voilà, tout à fait dans les chiffres nationaux. L'IVG aujourd'hui et à Grenoble, enfin comme sur le territoire national, c'est beaucoup d'IVG réalisées par la méthode médicamenteuse, dont là il y a eu beaucoup de détails sur l'évolution de la méthode chirurgicale ou instrumentale avec, voilà, on en a bien parlé, la méthode Karman, mais aujourd'hui il y a aussi la méthode médicamenteuse. Il y a deux façons de réaliser les IVG, et c'est 76% des IVG qui sont aujourd'hui réalisées par cette méthode-là. La méthode instrumentale, effectivement, elle nécessite un plateau technique, elle nécessite donc un centre hospitalier, ou ça peut aussi se réaliser dans les centres de santé, depuis que voilà, la loi permet cette réalisation en centre de santé. Sur la région grenobloise, on n'a pas de centre de santé actuellement qui réalise des IVG instrumentales. Voilà, il faut aussi des moyens pour le mettre en place, et c'est certainement ce qui manque. Comme le disait tout à l'heure, enfin à l'instant, du coup Mathilde Larère, ce qui peut être une difficulté aujourd'hui dans l'accès à l'IVG, et c'est notre grande vigilance, c'est les manques de moyens en fait qui sont donnés à l'hôpital et aux professionnels.
Donc nous, notre mobilisation, au-delà de notre travail médical qui est de faire en sorte que les femmes aient accès à l'IVG et de réaliser les IVG, que ce soit par méthode médicamenteuse ou par méthode aspiration, c'est d'organiser aussi le travail des professionnels de l'IVG et de la contraception, c'est de les former. Et dans ce sens-là, hein, donc avec Anne Ambotti en 2016, on a été, et avec le soutien de l'ARS de la région, on a été... voilà, du planning familial. Et du planning familial. Voilà, on a été... on s'est mobilisé pour monter une association et un réseau d'orthogénie régionale qui a pour objectif, dans les statuts de ce réseau, c'est de faciliter l'IVG, l'accès à l'IVG et à la contraception pour les femmes. Et pour ça, c'est de former les professionnels donc aux deux méthodes, hein, que ce soit la méthode médicamenteuse et à la méthode instrumentale. C'est une formation qu'on met en place là prochainement. Puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, au niveau du droit, les avancées récentes du droit, c'est la possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG instrumentales. Là aussi, on attend les décrets d'application, mais on espère que, contrairement à la loi de 67, qui ne vont pas mettre 5 ans à arriver, donc c'est prévu pour l'année, donc on va avoir à former effectivement nos collègues sages-femmes, et ça devrait faciliter l'accès également à l'IVG, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que la démographie médicale actuelle est aussi une cause de difficulté de recours aux soins au-delà même de l'IVG. Donc voilà, donc nos missions dans notre réseau d'orthogénie, c'est celle-là. Donc ce réseau, il existe depuis 2016, il sert à former les professionnels, il sert également à rédiger des protocoles de réseau, des fiches pratiques, à faire que tout le monde travaille ensemble et donner des conseils aux professionnels. Les professionnels qui réalisent les IVG médicamenteuses sur notre région grenobloise sont quand même assez bien représentés. Ce sont beaucoup des médecins généralistes, des sages-femmes, qui se sont donc formés récemment. C'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus d'IVG réalisées par la méthode médicamenteuse. Plus de 50% des IVG actuellement sont réalisées avant 8 semaines d'aménorrhée. Donc ce sont des IVG réalisées précocement et qui sont tout à fait dans le champ donc, de l'IVG médicamenteuse qui peut se faire jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Donc à Grenoble et sur le territoire grenoblois, médecins généralistes, sages-femmes, centre de santé sexuelle, parce que c'est pas exactement la même chose. Hein. Oui, je sais, j'ai oublié de dire qui participent à cette activité. Voilà ce que je peux vous dire pour la région grenobloise. Après, on pourrait en parler encore longtemps, mais on peut peut-être laisser la place aussi aux échanges. Bien sûr. Oui, moi je voulais juste compléter ce que vient de dire Marie pour dire à quel point le fait de travailler en réseau et en collaboration, ça nous apporte énormément en tant que soignantes. Ça nous apporte de l'espace de réflexion, de l'espace d'échange sur nos pratiques. Et ça fait de nous, je pense, de meilleures soignantes et de meilleurs soignants parce qu'on est plus forte, on est plus puissante aussi face à nos institutions d'être ensemble. Et on est aussi plus créative, plus libre dans nos consultations. Et peut-être un autre point juste que je voulais aborder, c'est moi, les consultations d'IVG que je fais, c'est des consultations où je suis extrêmement contente de faire. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un sens très particulier pour moi, dans le sens où on se rend compte que ce sont des consultations qui permettent aux femmes d'être vraiment en lien avec leur incapacitation à être dans leur corps, à décider pour elles-mêmes, aussi à avoir une sexualité sécurisée. On sent tout ça dans ces consultations et c'est des consultations qui sont extrêmement importantes et qui sont importantes aussi, et là c'est mon rôle de médecin responsable de la Maison des Femmes, surtout après l'introduction qu'a fait Mathilde Larère qui reprend le dessus. Un tiers des consultations IVG se font dans un contexte de violence faite aux femmes. Et c'est pour ça que c'est vraiment des consultations extrêmement... on sent, c'est des moments précieux où on peut rentrer en contact avec l'intimité des femmes et les aider, les accompagner à construire leur vie comme elles le souhaitent. Voilà. Donc sachez que pour nous, c'est comme ça, et c'est ensemble qu'on porte ça. Et c'est des choses qu'on ne peut pas porter toute seule en fait. On voit que les mouvements, ils ont été de
de praticiennes ensemble, qui ont travaillé ensemble. Et c'est aussi la chance qu'on a ici d'avoir ce réseau-là. Merci. On va prendre des questions. Est-ce que des questions? Merci beaucoup pour cette conférence. Il y avait plusieurs points que j'aurais aimé soulever. Un déjà concernant la clause de conscience, je crois, dont certains gynécologues hommes précisés en général abusent un peu en France. Enfin, je pense qu'à Grenoble, on est un peu bien lotis dans le sens où on a de la chance de ne pas forcément se heurter à ça, mais pour les femmes qui vivent dans les environnements français, qu'est-ce qu'on propose en fait concrètement, parce que déjà beaucoup de gynécologues ne reconduisent pas les patientes vers un praticien qui pratique l'IVG. Et la question, ce serait, mais en fait, pourquoi quelqu'un qui ne veut pas faire un IVG choisit la gynécologie comme spécialité en médecine? Enfin, il y a plein d'autres spécialités, il y en a, je sais pas, une dizaine, une cinquantaine, donc ouais, enfin, qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait? Qu'est-ce qu'on leur propose et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer la loi, peut-être, la législation et les consciences aussi? Marine? Oui. Je sais pas, Mathieu, tu sais, c'est sur la clause de conscience des gynécologues hommes, il y avait une question sur... Ce qui est sûr, c'est que cette clause qui date de la loi Veil, elle s'est dès le début, elle s'est retournée contre les femmes, parce que après la loi Veil, il y a un certain nombre de médecins qui ont justement argué de cette clause de conscience pour ne pas le pratiquer, ce qui fait que seuls certains services hospitaliers, parce que ce que je n'ai pas peut-être dit assez clairement, c'est que la loi Veil est évidemment... Oh merde! Vous me voyez toujours? Oui, oui, Mathilde. J'enlèverai le merde à la vidéo, comme à chaque fois. Chaque année, j'ai un truc pendant le mois d'égalité. C'est pas grave, t'inquiète pas. Mais du coup... Et j'ai eu une non, on te voit, on t'entend. Pardon, ouais. La loi Veil, elle a pour effet quand même de mettre fin à tous ces avortements en sororité dans le cadre du MLAC, etc. et de remettre les avortements sous le contrôle des médecins. L'avortement ne pouvait plus être pratiqué que dans des établissements médicaux et hospitaliers. On voit bien à la fin des Nicolas, si vous l'avez vu, hein, ils sont déçus, ils sont à la fois contents et déçus. Et la difficulté, c'est que dans la loi Veil, il y avait aussi un pourcentage imposé par l'établissement hospitalier au-dessus duquel ils ne pouvaient plus pratiquer de nouveaux avortements. C'est-à-dire qu'un établissement hospitalier pouvait faire, je ne me souviens plus là de pourcentage, mais un nombre limité d'avortements par année, et une fois qu'ils les avaient faits, ils n'avaient pas à en faire de nouveau. Le problème, c'est qu'il suffisait qu'il y ait des établissements hospitaliers dans lesquels les médecins arguaient la clause de conscience pour ne pas le pratiquer. D'autres, on savait que les médecins le faisaient, donc les femmes allaient dans l'autre, mais très vite, hop, le quota, si on peut dire, d'avortement était rempli. Donc c'est effectivement quelque chose qui s'est retourné contre les femmes, mais Simone Veil était un peu contrainte face à ça, parce qu'il fallait que la loi passe, et que, qui plus est, en 74-75, l'ordre des médecins était opposé à la loi, ce qui n'était plus le cas en 79. L'ordre des médecins, prenant conscience des effets sanitaires positifs de la loi Veil, soutenait désormais le droit à l'IVG. On va écouter l'avis des gynécologues sur ce sujet, pour compléter. Alors, sur la clause de conscience, le problème principal, je trouve, de cette clause de conscience spécifique à l'IVG, c'est qu'elle stigmatise l'IVG. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en médecine, vous avez une clause de conscience pour tout acte médical. Et n'importe quel soignant, médecin, peut faire valoir sa clause de conscience pour n'importe quel acte médical. Cependant, il doit, pour des raisons en tout cas qui lui sont personnelles, s'il ne se sent pas de réaliser un acte médical, mais il doit orienter vers quelqu'un qui est en capacité de le faire. Donc, si on va supprimer la clause de conscience à l'IVG, on va arrêter de stigmatiser l'IVG avec cette clause de conscience, ce serait déjà une bonne chose, mais ça ne résoudra pas le problème pratique. Actuellement, il y a effectivement des médecins
hommes ou femmes d'ailleurs, qui font valoir leur clause de conscience pour l'IVG. Effectivement, l'obligation de réaliser des IVG, elle est pour les établissements du service public ou participant au service public. Donc la discussion, elle est sur le recrutement des professionnels qui veulent travailler dans un établissement de service public. Il devrait effectivement y avoir lors du recrutement cette question de savoir si on pratique ou pas des IVG, et ça devrait être conditionné. Pour beaucoup de... La difficulté aujourd'hui, c'est le manque de praticiens. Donc on espère qu'avec la formation des sages-femmes, en augmentant le nombre de praticiens, on va pouvoir effectivement résoudre une partie de ce souci-là. Mais effectivement, la question de savoir si en gynécologie, voilà pourquoi est-ce qu'on pratique un praticien qui s'oriente vers la gynécologie, qui n'accepte pas de réaliser des IVG, très honnêtement, je partage votre questionnement. Mais ça n'est pas interdit aujourd'hui de s'orienter vers des études de gynécologie obstétrique et d'être gynécologue obstétricien et de refuser de pratiquer des IVG. Donc voilà, ça n'est absolument pas illégal de ce côté-là. D'un point de vue éthique et idéologique, ça se discute effectivement. La gynécologie obstétrique, c'est une spécialité qui est très large et effectivement, on peut tout à fait exercer sans s'occuper des interruptions de grossesse. Mais bon, c'est quand même dommage d'échapper à ça. Oui, je vous rejoins en tout point. C'est vrai que ça peut interroger, mais comme l'ensemble de la société, en fait. C'est-à-dire il faut que l'ensemble de la société progresse sur ces questions, je pense. Après, l'autre point dont il me semble qu'on a déjà parlé, Marie, aussi, c'est de se dire, des gens qui n'ont vraiment pas envie de pratiquer des IVG, enfin des médecins qui n'ont vraiment pas envie de pratiquer des IVG, si on les contraint à le faire, comment ça va se passer pour nos patientes? Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que finalement, ça nous inquiète un peu. Donc, mais après, c'est vrai que ça stigmatise quand même l'IVG. Donc, on essaye d'avancer dans le contexte du manque de moyens. Et surtout, on aimerait que la société bouge dans son ensemble sur cette question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Une question là. Du coup, il y avait autre chose que je voulais aborder, c'était la contraception définitive. Et le fait que, bon, de nos jours, la loi dit qu'à partir de 18 ans, on a le droit de demander une contraception définitive, quel que soit notre genre, mais à l'heure actuelle, moi j'ai 22 ans, si demain j'ai envie de le faire, c'est pas si simple que ça. Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour moins infantiliser les femmes qui veulent avoir recours à une stérilisation définitive, sachant que le refus peut s'opérer dans des cas où la personne n'a pas d'enfant et dans des cas où par exemple elle en a 3 et qui peut quand même rencontrer des difficultés à avoir recours à cette intervention. Maintenant en fait, c'est déjà, est-ce que en tant que médecin, vous avez l'impression d'avoir une responsabilité dans ce genre de décision? Parce que ça peut se comprendre. Est-ce que par exemple, vous pourriez regretter si une patiente ou un patient venait vous revoir et dirait finalement je regrette et j'ai envie d'avoir des enfants? Est-ce que l'avis du praticien, enfin pour combien compte l'avis du praticien dans la volonté d'une personne de vouloir se stériliser définitivement? Voilà. C'est une question auquel on a pas mal réfléchi avec le docteur Laine Véran qui a fondé la Maison des Femmes avec le professeur Hoffman et moi-même, parce qu'elle est chirurgienne et donc elle a pas mal de demandes de ligature des trompes par des femmes nous on appelle des nullipares, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas eu d'enfants encore. Et effectivement ça pose question parce qu'il y a un taux de regret, je vais dire des bêtises, donc je ne vais pas dire de chiffres, mais qui est quand même assez important à 5 ans. Néanmoins, c'est clair, c'est son corps, et ça pose la question de pourquoi quelqu'un d'autre déciderait pour le corps de quelqu'un. Donc on est en train d'avancer sur le sujet. Moi je trouve qu'il y a déjà, peut-être Marie tu diras ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a déjà une avancée, parce qu'on avait des dossiers avec des femmes de 30 ans avec 3 enfants ou 30 qui passaient pas, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça passe quand même beaucoup mieux. Donc nous c'est un sujet de bataille pour nous, il faut le savoir, et pour les patientes qui n'ont pas eu d'enfants, moi à titre personnel je suis très favorable
Voilà. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un travail de pair des médecins, un travail ensemble des médecins pour qu'ils avancent ensemble sur cette question-là. Et c'est pareil, ça passe aussi par la société, parce que quand vous allez interroger des gens dans la rue en leur demandant ce qu'ils en pensent, ils ne sont pas non plus très clairs également. Après, c'est très clair que tous les chirurgiens gynécologues ne vont pas accepter forcément les demandes à 20 ans, 25 ans. J'ai une femme qui n'a pas eu d'enfant. Bon, il y en a d'autres qui acceptent et on sait qui. Oui, voilà. En fait, on sait gros, qui, c'est vrai. Donc, on sait vers qui orienter quand il y a cette demande. Très personnellement, je ne vois pas comment on peut juger la demande de quelqu'un. Enfin, c'est chacun qui décide pour lui-même. Et la loi ne donne pas de limite d'âge. Elle dit que ça s'adresse à toutes les personnes majeures. Voilà, après, quand on participe à une activité, tant qu'à faire, on aime autant que les patients ne viennent pas vous revoir 5 ans après en vous disant qu'elles regrettent. Enfin, voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut... oui, parce que les chirurgiens qui pratiquent beaucoup de ces chirurgies ne le font pas pour entendre les femmes revenir avec des regrets. Maintenant, il faut savoir accompagner au mieux. Merci, donc c'est 13h27, je m'étais engagée sur 13h27 auprès du directeur. On peut continuer l'échange après, mais il y a un amphi à libérer. Donc je remercie Mathilde Larère d'avoir retracé l'histoire du droit et l'histoire des techniques. Ayant Gauthier pour un point de vue plus aussi que j'apprécie sur les femmes, en tant que soignant, d'avoir aussi cette prise en compte aussi du corps, de la vie des femmes et de donner la parole aux femmes dans, je pense, ces consultations. Et je trouve toujours intéressant de donner la parole et la voix au corps des femmes. Merci du coup à Marie Sicot de l'hôpital pour rappeler effectivement les fondamentaux sur la technique, mais aussi les besoins d'accès à des fonds et des financements pour avoir accès à tous les soins et d'autant plus en gynécologie, qui est une spécialité où bientôt il y aura des manques au niveau de la démographie médicale. J'étais obligée de faire ma géographe à Mathilde en fin de séance. Donc on rappelle, et on va le rappeler, l'exposition, je vais la rappeler. Juste pour vous dire, on vous a mis des ressources sur l'association qui a été évoquée, Pléria, avec un QR code, sur le planning familial, les ouvrages de Mathilde Larère, disponibles notamment sur l'histoire des objets et des luttes féministes, et aussi la faculté de droit qui nous a donné toute une revue bibliographique sur le droit à l'avortement, qui est accessible à la bibliothèque universitaire, que vous pouvez retrouver aussi sur le QR code. Un grand merci pour mettre à disposition l'exposition. Et merci à toutes et à tous pour la conférence et la participation.